Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Conseil d'écriture. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Anne-Gaëlle Huon, auteure best-seller que vous connaissez peut-être avec son roman Le bonheur n'a pas de rides ou Même les méchants rêvent d'amour. Alors Anne-Gaëlle, merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu peux te Salut. présenter en quelques mots pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore ou qui ne te connaissent pas encore, parce qu'on a dit qu'on se tutoyait. Ouais. Donc moi, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que j'ai écrit des livres depuis 5 ans à peu près. Mon premier roman, c'était Le bonheur n'a pas de rides, que j'ai commencé à auto-publier, que c'est ça qui m'a ouvert les portes de l'édition traditionnelle. Je suis maintenant publiée chez Albin Michel et Livre de Poche. De façon plus personnelle, moi j'habite à Paris. J'ai 35 ans. J'aime écrire des romans qui sont lumineux, qui font du bien, qui peuvent émouvoir aussi. Assez fluide, pas mal d'actions et de rebondissements. J'aime bien les intrigues prenantes. Et c'est vrai que j'ai une affection particulière pour les personnes âgées qu'on retrouve souvent dans mes romans. D'accord, merci beaucoup. Alors, D'accord. avant de rentrer dans le détail de tes romans, de ta manière d'écriture, de ton inspiration, juste, vu qu'on est dans une période un peu particulière avec le confinement, est-ce que tu peux nous parler un peu de la manière dont tu appréhendes ces moments? Est-ce que tu en profites pour écrire ton prochain roman? Est-ce que tu as de l'inspiration? Alors moi, c'est particulier parce que pour deux raisons. La première, c'est que j'ai deux enfants à la maison, pas très âgés, qui demandent quand même pas mal d'attention. Donc j'ai mon quotidien domotique, entre guillemets, qui me prend beaucoup de place. Et moi, je suis pas hyper fan de tout ce qui est ce truc domestique parce que c'est pas du tout ma passion de faire l'école à la maison ou de faire des lessives et tout. Mais le fait est qu'en ce moment, il faut le faire. Mais c'est un peu encombrant parce que ça grignote toujours l'aspect un peu créatif. Je trouve que pour écrire, on a besoin d'avoir une bulle dans la tête qui vit sa vie. Et en ce moment, elle est un peu grignotée par toutes ces contingences matérielles. Donc ça, c'est pas évident. Et la deuxième chose, c'est que j'ai un roman qui devait sortir fin avril, qui s'appelle Les Demoiselles, qui est repoussé au mois de juin. Et c'est difficile de partir sur un nouveau bébé quand le premier n'est pas encore né. Donc voilà, j'ai beaucoup Les Demoiselles en tête. Voilà, j'en parle un peu sur les réseaux sociaux, on en parle beaucoup avec l'éditeur, j'attends avec impatience le lancement. Et donc, il va falloir que je quitte un petit peu ces demoiselles-là pour pouvoir passer à autre chose. D'accord. Et Mais tu peux toujours nous est-il dire quelques qu'on a... mots sur les demoiselles? Nous donner l'eau à Ouais. la bouche, qu'on se précipite dessus dès qu'on le peut? Alors, Les Demoiselles, c'est un roman qui se passe au Pays Basque au début des années 20 et qui se passe notamment dans un atelier d'espadrille. On suit Rosa, une jeune espagnole qui a 15 ans et qui va traverser à pied les Pyrénées pour devenir couseuse d'espadrille au Pays Basque. D'accord. Histoire vraie, voilà, de ce courant migratoire qui était des jeunes Espagnoles adolescentes qui partaient parfois au péril de leur vie devenir petites mains clandestines au Pays Basque en France. Et cette jeune femme-là, qui s'appelle Rosa, va croiser la route de femmes fantasques, charnelles, secrètes, au caractère bien trempé, qui s'appellent les Demoiselles. Et ces femmes-là vont changer sa vie. Voilà, donc c'est un roman qui est très lumineux, très joyeux, avec beaucoup de mystère, beaucoup de rythme, qui est, au dire de ceux qui l'ont lu, très prenant. D'accord. Voilà. Donc là aussi, comme tes romans précédents, donc t'es parti d'une histoire vraie ou deux personnages qui ont peut-être Ouais, existé pour les écrire. Et est-ce que tu peux ouais, exact. justement nous parler du processus de création, comment ça marche? Alors moi, personnellement, j'ai besoin de m'accrocher à des choses réelles pour écrire. Pour mieux m'en abstraire après. Moi, je ne suis pas une fan des romans hyper réalistes. Je n'ai pas à cœur d'écrire des romans historiques, des documents. Mais j'aime bien quand il y a un fond de vérité parce que c'est un prétexte pour moi pour faire des recherches et apprendre des choses. Et franchement, moi, c'est un des trucs que je préfère dans l'écriture. Il y a deux choses. Le premier, c'est quand on se met à écrire et qu'il y a un moment, il y a le flow et qu'on écrit tout seul. Je suis sûre que tu connais ça, mais quand on est vraiment à bosser beaucoup et tout, que le livre s'écrit tout seul, ça, c'est un truc qui est vraiment grisant. Et la deuxième chose, c'est les recherches. Moi, j'adore ce moment où je prends le temps de prendre un sujet que je connais pas et de m'y attarder. Alors, parfois, il y a que quelques pages qui vont rester dans le roman, mais moi, ça me nourrit intellectuellement. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît. J'ai pas à cœur après de cultiver particulièrement mon lecteur. Je suis pas là pour faire une leçon, mais moi personnellement, juste moi, ce petit moment-là, ça me fait. Donc il y a toujours un fond de vérité. Typiquement, pour Même les méchants rêves d'amour, je suis allée passer une semaine dans un village en Provence avec des trufficulteurs. Donc j'avais passé un long moment dans les champs avec leurs chiens, les écouter, les observer. J'ai beaucoup de, moi j'ai beaucoup de tendresse pour l'humain. Je crois que les gens qui sont très différents de moi ont toujours ma curiosité et surtout ma bienveillance.
Du coup, juste d'être dans un champ comme ça, au milieu, avec quelqu'un qui aurait sans doute jamais croisé ma route normalement, ça me remplit de quelque chose sur lequel j'ai encore du mal à mettre des mots. Mais dans ces moments-là, j'ai vraiment l'impression d'être à ma place. Je pense que j'aurais beaucoup aimé être journaliste, par exemple. D'avoir cette espèce d'excuse, de prétexte pour me coller aux gens et les regarder comme ça de très près et de m'imbiber d'eux parce que voilà, moi, dans mon quotidien, je ne croise pas ces gens-là. Donc, il y avait dans Même les méchants, il y a eu aussi tout un travail sur qu'est-ce que c'est d'être une adolescente en Provence dans la Seconde Guerre mondiale. Donc, des associations qui vont m'aider, aller lire des carnets de vieilles dames. Alors après, je le restitue à ma façon et de façon parfois légère, mais c'est en tout cas ce qui me plaît. Et là, je suis allée encore un cran plus loin avec les demoiselles. En partant au Pays Basque, dont ma grand-mère a une maison là-bas, et souvent j'allais traîner dans les ateliers d'espadrilles. C'est un petit village qui est la capitale de l'espadrille en France. Et là, c'est pareil, voilà, j'ai rencontré Comment il s'appelle ce village? C'est la capitale. Moléon. Moléon, d'accord. Okay. À l'époque, maintenant, c'est plus une bourgade. Hein. C'est quand même, voilà, c'est quand même quelque chose, quoi. C'est assez grand comme ville. C'est pas une ville, mais voilà, tu es une bourgade. Donc, c'est pas un petit village coquet, tout. C'est la capitale de l'espadrille, quoi. Qu'on n'aille pas dire aux Moléonais que, voilà. D'accord. Et donc, il y a un atelier d'espadrille en particulier où je suis allée un petit peu. Et donc, c'est pareil, tu vois, ça compte, ça m'intrigue, ça m'émeut. Souvent, c'est une émotion bien. Et j'ai envie de m'asseoir là et de les regarder pendant des heures. Donc, là, c'était en l'occurrence le patron d'un atelier qui s'appelle. Il s'appelle son atelier s'appelle Don Quichos, c'est un jeu de mots de Don Quichos. Ah ouais. Bien trouvé, bien trouvé. Ouais. Donc, ils sont très sollicités par des grandes marques de luxe qui font chez eux toute leur quadrille. C'est un des derniers en France qui fait tout à l'ancienne, à la main, très beau. Et donc, sur il fait visiter aux touristes, il explique comment. Quand il a vu que je m'étais crayon, il était là, bon, si vous avez des questions, je vous écoute, j'ai pas beaucoup de temps et tout. Au final, c'était plusieurs jours. Puis maintenant, tu vois, on s'écrit tous les jours. On a fait un peu le livre ensemble, tu vois, quand t'es pas expert de certains trucs techniques, j'avais besoin d'eux. Et donc, cet attachement qui se crée avec des gens un peu comme ça. Donc, j'ai passé du temps, puis c'est comme ça, en discutant avec les Basques, les uns que je suis tombée sur ces histoires de femmes qu'on appelait les hirondelles. Et donc, c'est ces femmes qui traversaient à pied les Pyrénées. Et il y avait très peu de gens qui avaient entendu parler de ça. Il y a quasiment aucun livre sur le sujet. Il y a un sur lequel j'ai réussi à mettre la main qui est vendu à l'Office du tourisme. Et je me suis dit, tiens, là, c'est hyper émouvant, ça fait écho au sujet des migrants, tu vois, d'aujourd'hui, quoi. C'était des femmes dans les années 20, versées à pied, etc. Et donc ça m'a embarqué. Donc moi, j'ai vraiment, chaque année, je me fais une semaine pour moi, toute seule, où je choisis une destination en France qui me semble être un bon décor. Ça va être la Provence, ça va être là le Pays Basque. L'année prochaine, c'est probablement encore le Pays Basque, je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait un lieu en particulier où j'avais à cœur. Je suis allée passer une semaine là en janvier. Je ne dirai pas quoi parce que ce sera le sujet du prochain livre. Mais... D'accord. Voilà, et donc c'est ma semaine de recherche. Je prends un billet, je loue une bagnole et puis je me fais oui ou non un itinéraire, ou alors j'ai déjà quelqu'un qui m'accueille. Là, en l'occurrence, tu vois, à la télé d'espadrille, il m'attendait. Je suis allée faire un détour à Lourdes, tu vois, parce qu'il y avait des trucs que j'avais envie d'aller voir là-bas. Et donc, je passe une semaine là, en immersion, nuit et jour. Je vis comme la personne. Et tout ça, ça me fait après un terreau duquel, là, je vais aller faire des trucs moins réalistes, des trucs préférés. Cette semaine de recherche, c'est vraiment mon truc préféré de tout, quoi. D'accord. Donc là, moi qui suis en train de lire Même les méchants, rêve d'amour, Antoine existe, Zerbino le chien existe, Janine aussi. Ouais, alors ça, c'est encore un autre truc, c'est que pour le coup, celui-là, il est particulièrement inspiré d'une histoire vraie. On a hésité à l'écrire dessus carrément, parce qu'en l'occurrence, c'est vraiment mon histoire. C'est ma grand-mère qui m'a quasiment élevée en Provence, qui m'a confié un jour un carnet dans me révéler un secret de famille à qui personne. Et en fait, elle disait pas tout. Et j'ai lu ce truc beaucoup trop tard, au moment où elle commençait à perdre la mémoire. Enfin, c'est vraiment l'histoire du livre, quoi. Et donc, pendant un an, j'ai enquêté avec ma famille, avec des bénévoles, avec tout ce que tu peux imaginer, jusqu'à mettre la main sur une cousine très éloignée qui un jour m'a reçue dans sa cuisine. Bon, bah voilà, je crois qu'il est enfin temps que je me mette à parler. Donc, il y a vraiment eu ce travail de lever un non-dit et d'en éclore la vérité. C'est vraiment... voilà, ce livre, je pense que toute ma vie, il aura une résonance particulière parce qu'il est légèrement fictionné parce que j'avais pas envie de dévoiler tout, vu que ma grand-mère elle-même n'en avait pas envie, mais c'était hyper dur à écrire, c'est encore très émouvant pour moi d'en parler, enfin tu vois. D'accord. Okay. Pour le coup, ouais, il y a, voilà, Janine c'est ma grand-mère, quoi. Julia c'est moi et Janine c'est ma grand-mère, donc c'est
Ouais, C'est la question que j'allais poser en fait. Est-ce que Julia, c'est toi et est-ce que dans la vraie vie, tu te fais également harceler par ton éditeur qui te dit mais où en es-tu? Tu nous dois un chapitre. Ça se passe comme ça? Alors non, ça, pas du tout. Je pense que. Alors peut-être ça se passe comme ça quand tu t'appelles Guillaume Musso ou Marc Lévy, et encore, je ne sais pas. Tu sais, quand vraiment on a envie que tu pondes un livre par an et que sans toi, la maison d'édition, elle met la clé sous la porte, tu vois. Moi, je ne suis pas du tout là. D'accord. Donc non, c'est pas ça. Par ailleurs, elle est célibataire, machin. Moi, je suis quand même mariée, j'ai 2 enfants. Donc il y a un moment où il faut un peu tordre le personnage pour que son rôle, son arc d'évolution, il soit ce que tu veux raconter. Moi, je trouvais ça pratique qu'elle soit seule, cette Julia. Je trouvais ça pratique qu'elle marche à côté de sa vie parce qu'il y avait une histoire de transmission aussi, de dire la grand-mère elle-même a peut-être marché un peu à côté de sa vie et grâce à cette espèce de fil rouge de carnet, on peut réparer les erreurs à quelques générations d'intervalle, tu vois. Il y avait un truc un peu comme ça qui là, après, on touche à tout ce qui est la structure du livre, on en parlera peut-être après, mais tu es obligé à un moment de tordre pour qu'il y ait une narration construite et plus efficace, entre guillemets. Donc voilà, donc Julia, c'est un peu différent. Après, les éditeurs, non, je crois pas qu'ils te harcèlent. Après, moi, j'ai une éditrice dont on s'entend très très bien, qui est très organisée. Et je disais, quand tu es dans une maison d'édition, ils sont tenus à des délais. Voilà, moi, si l'année prochaine, je veux qu'il y ait un livre, il faut qu'au mois d'octobre, il soit rendu. Tu vois, il n'y a pas à tergiverser. Et donc, dans ces moments-là, c'est sûr qu'au mois de juillet, ton éditrice t'appelle, t'en es où? Septembre, t'en es où? Et elle te dit, en gros, t'en es où? Ou alors, je lâche l'affaire, on se reparle l'année prochaine. Et donc, alors après, ça dépend de ta personnalité. Moi, personnellement, je me dis, je suis en train de m'éventer, je suis hyper stressée, tu vois, je vais y arriver. Donc, peut-être que Julia, c'est l'écho de la façon dont moi, je reçois ce genre de coups de fil. D'accord. Et justement, comme on parle de maison d'édition, est-ce que tu peux nous dire comment tu es passé de l'auto-édition? Quel a été le processus? À quel moment ils t'ont appelé en te disant votre roman nous intéresse? Parlons, discutons. Alors ça s'est fait en plus de temps. Pour résumer assez simplement, moi j'ai publié un premier roman qui s'appelait Buzz sur Kindle. J'ai fait toute seule, je me suis mise sur Kindle parce que moi personnellement j'ai aucun contact dans l'édition et enfin voilà, dans mon autre vie je travaille dans le marketing, je conseille des entreprises et ça me passionne aussi. Donc il n'y avait pas d'idée de ah là là, faut que je devienne écrivain ou ma vie est foutue. Il y avait vraiment ce truc, j'ai plein de passions, tiens il y a ce truc de livre, je suis à New York, j'ai un peu de temps, je viens d'avoir un bébé, j'ai du temps, tac, j'écris ce petit livre, je le mets en ligne et c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier éditeur. A bien marché sur Kindle, succès plutôt bien. Il m'a appelé, il m'a dit je voudrais le mettre en librairie. Oui, tu vois. Donc j'ai fait ça et du coup j'en ai écrit un deuxième, mais cette fois en mettant peut-être encore plus de cœur et d'engagement parce que je me dis tiens, étonnamment ça pourrait peut-être donner quelque chose. Et c'était Le Bonheur n'a pas de ride. Et celui-là m'a mis beaucoup de moi, tu vois, contrairement au premier qui est comme c'est vite fait. Et alors celui-là, il a été, pour le coup, c'est vrai, inattendu sur Kindle. Il était numéro 1 des ventes pendant 3 mois sur Amazon. Bon, et là, tout à coup, évidemment, donc je l'avais remis chez le même éditeur, à tort ou à raison d'ailleurs. Et là, tout à coup, là, il y a eu, je sais pas moi, 10 éditeurs qui m'ont écrit directement dans ma boîte mail en disant on achète votre prochain. Donc ça c'était cool parce que moi j'avais aucun réseau, tu vois, j'avais pas d'agent, je connais personne. Et tout à coup, oui, tu avais Albin Michel, Fleuve, Plon, tous ces éditeurs qui tout à coup tu avais accès à eux. Donc moi c'est vraiment Amazon Kindle qui m'a fait. Si je le refaisais aujourd'hui, c'est ce qu'on se disait, sans doute que moi je passerais peut-être par Librinova, que je trouve très pro, et qui m'aiderait peut-être aussi, tu sais, que c'est difficile quand tout à coup tu as tous les éditeurs qui te font la cour sans vraiment te connaître et c'est difficile. Enfin, soit tu es un peu avec un ego disproportionné, tu te dis ah mon Dieu, mais évidemment t'es mérité. Plus modéré, tu te dis bon, mollo, on va pas se précipiter le premier qui vient, on se connaît pas, tu vois. Et moi je suis plus quand même dire qu'est-ce qui leur prend, tu vois. Et donc quand ça a commencé à se concrétiser, il y a eu ce moment de chez qui tu vas en fait, parce que quand t'es pas du tout une experte du milieu, et moi pourtant, tu vois, je me suis bien renseignée, etc. C'est difficile de choisir chez qui tu signes. Donc j'aurais trouvé un programme comme Librinova où tu as un agent qui peut t'aider à gérer le contrat et tout. Toujours, entre-temps, le livre de poche, j'avais acheté Le Bonheur n'a pas de ride. Et ça m'a bien aidé d'en discuter avec Véronique Cardi, qui était la patronne du livre de poche à l'époque, qui, elle, a su m'orienter un peu dans les coulisses aussi sur Somwell, les maisons.
Après, il y avait voilà, raison, je ne donnerai pas le nom, hein, mais qui me plaisait énormément. Donc tu sens me connaître un peu mieux que les autres, et qui me plaisait énormément. Voilà, par les personnalités des gens que j'avais rencontrés là-bas. Et ça a été pour moi de choisir chez qui tu vas. Ça a été un moment extrêmement douloureux. On pourrait croire, genre, ah, c'est la teuf, tout le monde me disait, mais c'est incroyable ce qui t'arrive. Et je le vivais hyper mal parce que j'avais développé un peu émotionnel avec ces gens-là qui sont très doués par ailleurs pour le faire. Et donc, j'ai eu vraiment un déchirement de à qui t'allais dire oui ou pas. Au final, ça s'est fini que je suis allée chez Albin Michel, j'en suis très contente. D'accord. Surtout qu'ils ont fait un peu un acte de foi, ils ont acheté un livre qui n'était pas écrit, tu vois. Donc, ils m'ont dit, bah voilà, t'as le contrat, maintenant, écris-nous, même les méchants rêves d'amour. On n'a pas trop compris de quoi ça parlait, mais écoute, maintenant, on l'a acheté, donc vas-y. Et c'est comme ça que ça s'est mis en route, tu vois. D'accord. Donc, je pense que j'ai eu de la chance. Après, j'ai quand même beaucoup travaillé, enfin, tu vois, dans le sens où j'ai rencontré, je enseigné, le bonheur n'a pas, j'ai utilisé quand même les réseaux sociaux pour le faire connaître, tu vois. Donc, j'ai pas rien fait, ça m'est pas tombé dans le creux du bec, et en même temps, quand même, je pense qu'il y a toujours une part de chance, quoi. D'accord. Et question Voilà. par rapport au fonctionnement avec une maison d'édition, est-ce qu'il y a eu un travail de réécriture? Est-ce qu'ils t'ont dit, tiens, là, ce chapitre, il faut le retravailler, là, ce personnage, ou ils t'ont fait confiance en disant, bah, elle a la recette avec son premier roman et on part comme ça? Alors, c'est une bonne question. Alors, moi, j'avais déjà un éditeur avant qui était City Édition. Et le bonheur n'a pas de ride, je lui avais demandé justement, j'aimerais le retravailler, quoi. Aidez-moi, c'est votre travail. Et eux avaient aucune remarque. D'accord. Donc, tu vois, j'ai dû un peu tirer vers du nez. C'est aussi, ça dépend du profil de la maison. J'ai compris maintenant en discutant avec plein d'auteurs qu'il y a des maisons très connues hein, qui retravaillent plus les textes que d'autres. Chez Albin Michel, ça retravaille beaucoup, par exemple. Et moi, ça me plaît. Tu vois, c'est une des raisons pour lesquelles j'étais contente d'y aller. Je trouve maintenant, et alors d'autant plus maintenant que je sais ce qu'est le travail d'un éditeur et je vois bien, il y a certains textes que j'ai publiés chez des bonnes maisons où moi-même je dis tiens, c'était dommage, j'aurais raccourci cette phrase, j'aurais déplacé ça. Ou, tu vois, tellement à force de le faire avec mon éditrice, qui est une bonne éditrice, qui est auteure elle-même, il y a un moment où tu vois quand même vraiment D'accord. un livre qui aurait mérité d'être édité. Il se trouve que le livre de poche m'a dit bah franchement nous on l'aime comme ça, il a marché comme ça. Quand même tu vois j'ai réussi à obtenir 2-3 feedbacks que j'ai immédiatement mis en place, mais c'est très léger. Donc il a une fraîcheur, il a c'est ce que je dis, il a des fêlures qui laissent passer la lumière quoi. Tu vois il marche encore hyper bien, on va faire 100 000 exemplaires en poche. C'était la meilleure vente à Noël sur Amazon. Là au début du confinement il était tu vois devant Musso. Enfin c'est la folie ce livre, on comprend pas. Et pour autant moi je trouve qu'il a il aurait pu être encore mieux. Après est-ce qu'à force de retoucher le truc en spontanéité, j'en sais rien. Mais toujours est-il que les deux autres, donc même Les méchants rêves d'amour et Les demoiselles qui vont sortir bientôt, ont été des livres qui ont été pris en main par Albin Michel et où j'ai eu un vrai travail d'éditeur derrière. Et ça, moi, je trouve ça, c'est beaucoup de boulot et en même temps, t'as vraiment l'impression de progresser. Pour même Les méchants rêves d'amour, il y a eu du boulot, il y a eu, tu vois, de couper des trucs où c'est des longueurs pour que ça ait plus de rythme. Retravailler le personnage de Julia qui s'appelait Suzanne à la base, qui quand j'ai rendu mon manuscrit je dis écoute j'aime bien et ça j'adore dans mon livre et elle m'énerve et donc tu vois il y a un peu une côté psychanalyse avec l'éditrice de pourquoi elle t'énerve enfin, tu vois il y avait un peu qu'est-ce qu'elle a cette fille et de travailler de faire ça voilà après ça, je trouve que ça gagne Les demoiselles pour le coup on est allé assez vite parce que ce truc là je l'ai écrit assez rapidement et on a peut-être moins retravaillé que même Les méchants, mais aussi parce que bah, il y avait plein de trucs qu'elle m'avait expliqué la première fois que j'ai peut-être mis en place tout de suite, je sais pas. Mais c'est bien, très rapidement. Quand tu dis très rapidement, c'est combien de temps Les recherches, j'ai dû commencer les devants. En gros, il y a, je sais pas moi, peut-être il y a eu 9 mois de recherche et 2 mois d'écriture. D'accord, ok. Donc Les demoiselles, ça a été vraiment écrit. Les méchants, j'ai eu plus de temps. C'était très dur, c'est lourd, ça me fait beaucoup pleurer. Mais Les demoiselles, ouais, c'était genre. Et puis de toute façon, c'était si je veux qu'ils sortent, il faut que je me dépêche. Je partais en voyage fin octobre, il fallait que je le rende avant. Et du coup, pour le coup, c'était vraiment 8h du mat, 8h30, je pose mes enfants, 8h45, je suis devant mon écran et tu vois, je fais une 7h pour aller les chercher. Dès qu'ils sont couchés, je m'y remets. C'était des énormes journées. Et en fait, ça marche hyper bien parce que t'es immergé 12 heures par jour avec tes trucs, tu as ton tableau Excel, tes chapitres, tu sais où tu vas, et alors là, tu te dépotes d'un coup. La voix dans le roman, elle est plus uniforme, parce que comme c'est concentré sur une plus petite période, tu perds le fil. D'accord.
Ouais, L'interruption, c'est le pire, je trouve. c'est vachement intéressant parce que j'allais te poser la question justement quel était ton quotidien d'auteur. Donc là, tu t'y réponds vraiment écrire de manière concentrée toute la journée avec le soir Mm. aussi. Donc toi, tu fais un plan à chaque fois. Alors, c'est pas évident cette question. Il y a vraiment plus de techniques. Mon éditrice aime beaucoup les plans. Ça la rassure, tu sais, de se dire, voilà, là où tu vas, tu vois, elle aime bien contrôler. Moi, j'avoue que j'arrive à lâcher prise quand j'écris et je trouve que c'est dans ce moment-là que les plus dingues qui se passent. Tu vois, le livre sur les demoiselles qui devait se passer uniquement dans l'univers de ces jeunes femmes espagnoles pauvres. Tout à coup, elles croisent la route de ces femmes voilà, qui viennent de Paris, qui sont plus sensuelles, qui n'ont rien à voir avec elles. Elles sont un peu arrivées comme ça, comme un cheveu sur la soupe dans ce livre. Je ne saurais même pas te dire comment. Mais donc, ça a pris tout à coup un autre tournant et ça, je ne l'avais pas mis dans le plan. Donc, c'est pas vrai que le plan fait tout. Le plan rassure, ça c'est vrai. Le plan construit, c'est-à-dire que moi, j'essaie de faire pas mal de masterclass, tu sais, avec des scénaristes américains. J'essaie d'en faire 2 par an. D'accord. Parce qu'ils ont des techniques qui m'aident. Enfin, tu vois, moi, j'écris des romans qui ne sont pas des romans qui méritent un concours du style, tu vois, même si moi, j'ai une plume et évidemment que j'ai à cœur d'écrire le mieux possible pour être dans la sensorialité et tout, mais moi, mon but, c'est que tu aies des livres que tu ne peux pas lâcher, quoi, tu vois, avec des rebondissements, etc. Et pour ça, ça aide d'avoir une structure, une espèce de squelette que tu suis entièrement ou pas complètement, parce que les règles des scénaristes sont parfois très exigeantes. Quand tu lis Truby, par exemple, je ne sais pas si tu connais, c'est un peu le gourou spin doctor d'Hollywood. Tu vois, il y a sa masterclass qui est passée en France, j'ai eu la chance d'y aller il y a 2 ans. Bon, bah, lui, il te dit, faut que le personnage, il ait ça se découpe en 26 parties, si t'en loupes une, c'est foutu, enfin, tu vois. D'accord. Bon, peut-être que pour faire un super truc hollywoodien, évidemment qu'il faut faire ça. Moi, j'ai l'impression que plus tu te rapproches de ça, plus ton livre est efficace. Moins il y a de longueur, plus tes personnages gagnent en profondeur, tu peux surprendre le lecteur. Donc, moi, je m'appuie beaucoup là-dessus. Et tu vois, moi, je travaille beaucoup sous Excel. J'ai mon carnet où je note des trucs un peu dans le désordre, des émotions, des sensations, tout ce qui vient de mes recherches. Et ensuite, j'ai mon fichier Excel où je vais vraiment... je connais maintenant très bien, tu vois, toutes ces parties qui sont un peu sacrées dans un scénario. Et j'essaie de voir comment mes personnages et mon intrigue peuvent se construire autour de ça, en m'accordant bien sûr une certaine latitude, parce qu'écrire un roman, c'est pas écrire un best-seller, un énorme film hollywoodien. Mais voilà, c'est ça qui me guide. Donc si plan il y a, ça sera plutôt ce squelette de scénario. D'accord. Ok, intéressant. Et quand tu dis t'arrivais à travailler le soir et tout, du coup, est-ce que tu as un carburant? Je te pose la question parce que tu as Amélie Nothomb qui dit qu'elle boit du thé à 4h30 le soir. Ouais. T'avais Flaubert ou Balzac, non Balzac qui buvait énormément de café. Toi, est-ce que tu as un carburant Ouais. justement pour écrire? Alors moi, j'ai beaucoup d'énergie de nature déjà. Donc, D'accord, ça se voit dans, dans ton interview. Du coup, j'ai pas besoin d'aller. Enfin, je supporte pas le café. Genre, si je prends D'accord, 3 gouttes de café, je dors pas pendant 2 jours. Donc, ok. je le garde quand vraiment il y a une urgence. Donc non, je bois du thé. J'essaie de. Une fois que je suis lancée, je suis assez déterminée. Tu vois, je suis quelqu'un qui, une fois que tu as commencé, tu es tellement excitée que tu as envie que ça aille au bout. De savoir en plus maintenant que je suis attendue, tu vois, par l'éditeur, tout ça, ça me motive bien. Non, moi j'ai pas besoin de trucs pour me booster particulièrement. Je bois pas mal de thé, mais enfin voilà. Non, ce que j'ai besoin, moi, c'est de temps, quoi. Enfin, tu vois, je pense que plus mes enfants vont grandir, plus ça va être facile pour moi d'évoluer dans cet univers-là. C'est plus facile d'écrire un livre quand tu as 50 ans et que tu as que ça à faire de ta journée. Et voilà, j'ai 2 enfants à m'occuper. On est quelques auteurs dans ce cas-là. Et je peux dire que nous, si on veut écrire, il faut vraiment qu'on le veuille, quoi. Donc, c'est pas un café qui va faire que tu vas aller trouver les 3 heures miracles entre 21h et minuit et tu vas te dire, bah, de toute façon, c'est maintenant ou c'est pas, quoi. D'accord. Donc, je crois que Donc c'est là, plus de la détermination. là, ce que tu es en train de me dire, c'est que moi qui n'ai pas d'enfant, il faut que j'en profite pour écrire un maximum de romans avant de Ouais, moins avoir de temps, c'est ça? je crois. Je sais pas. Moi, je crois beaucoup que la contrainte est mère de créativité aussi, tu sais. Moi, j'organise pas mal d'ateliers d'écriture et je suis toujours bluffée quand tu dis à quelqu'un, bah, vas-y, écris un truc. Il n'y a rien qui sort. Si tu lui dis, voilà, tu peux l'écrire qu'en 20 lignes, 5 minutes et tu dois me caser ces 4 mots, tac, d'un coup, le cerveau, Enfin, tu vois, c'est le principe des poèmes de Baudelaire qui sont hyper contraints avec les quatrains, les tercets, les sonnets, le truc le plus compliqué du monde. Et c'est ça qui fait les poèmes les plus dingues. Je pense plus tu as de contraintes aussi, plus tu vois, tu t'y
guillemets, quoi. Et c'est vrai que les gens qui disent je rêve d'être écrivain, moi j'en ai plein autour de moi, moi aussi je rêve d'être écrivain, bah écris quoi. Enfin tu vois, c'est comme si je te disais je rêve d'être danseuse. Bah va prendre un cours de danse, mais de la musique, danse chez toi, tu vois. Il y a un moment entre j'aimerais et je fais, bah juste il y a un monde quoi. Et ça, c'est pas le café qui résout ça quoi. C'est à quel point tu as besoin que ça sorte quoi. Ok. Je crois. Bah, je suis assez d'accord avec toi. Ouais, il faut se lancer, écrire. Et c'est en écrivant qu'on devient écrivain. Alexandre Jardin m'a dit ça. Donc voilà. Je veux bien accepter le conseil. J'ai une question au niveau des lecteurs. Qui est ton premier lecteur? Est-ce que tu as des bêta lecteurs, comme on dit, ou c'est ton éditrice maintenant? J'en ai très peu parce que moi, je suis pleine de doutes et donc j'ai énormément de mal à me faire lire. Tu vois, là, Les Demoiselles, je pense que le nombre de gens qui l'ont lu tiennent sur le doigt d'une main. D'accord. Et après, une fois que mon éditrice, elle le prend, elle me dit même pas à qui elle le fait lire. Mon attaché de presse, pareil, parce que ça me donne un peu des palpitations. Donc, je suis pas du genre, tu vois, dès que j'écris un chapitre, à le faire lire au monde entier, je garde tout pour moi. Donc, il y a mon mari qui demande à le lire forcément à un moment donné, mais même lui, il me l'arrache un peu des mains. En général, je le donne au même moment à mon éditrice, mon mari, et à une amie que j'ai rencontrée grâce au livre, qui travaille dans une librairie. Voilà, je connais sa sensibilité et du coup, elle, j'aime bien lui faire lire. Ouais, il y a peut-être 2 personnes, mais c'est tout. D'accord. Mais c'est marrant, il y avait un interview par Pile le podcast. Je sais pas si tu connais ce podcast, c'est super bien, c'est une copine à moi aussi. Elle a fait une interview de Éric Metzger, tu sais, qui a écrit La Citadelle. Ouais. Et lui, il disait, bah moi, je fais lire à personne. Parce que déjà, de lire un manuscrit, c'est pas pareil du tout dans le format que de lire un livre. Et tu as un peu plus l'impression de corriger une copie. Et du coup, inconsciemment, même les gens à qui tu fais lire en format manuscrit ont l'impression soudain qu'ils sont eux-mêmes éditeurs et qu'ils peuvent te corriger, entre guillemets. Et donc, tu as une multitude d'avis qui correspondent uniquement à la sensibilité de la personne qui potentiellement n'est même pas de ton lectorat, tu vois, et qui va t'envoyer plein de fléchettes dans tous les sens. Donc, je suis pas sûre qu'il faille avoir plein de feedback de plein de gens. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu de 2 personnes qui plaident ton lectorat, ton éditrice ou quoi. Ouais. D'accord. Je sais pas. Ok. Moi, j'ai 2 lectrices, ma mère et ma copine, qui sont dans mon lectorat. Donc voilà. Et qui sont plutôt justes, je pense, assez objectives. Pas trop sur le style, plus sur la structure. Là, c'est un peu on s'ennuie. Là, ça manque de peps. Là, tu devrais dynamiser ce personnage ou retirer ce personnage. Donc c'est plutôt voilà. Je pense que c'est plutôt un bon lecteur. Bons t'as de la chance. T'as de la chance. Mais après, je rêve d'avoir une éditrice, un éditeur qui retravaille avec moi le texte, qui me disent voilà, là, il faut que tu muscles ton style à tel endroit. Ce paragraphe, il sera bien. Ça, c'est voilà, c'est le rêve absolu, c'est d'avoir quelqu'un vraiment dont c'est le métier et qui avait vraiment. Ouais. Mais ça va venir. Hein. C'est sûr que si tu trouves un éditeur, ça va avec. Après, voilà, renseigne-toi. Moi, j'avais appelé quelques auteurs de la maison où j'envisageais d'aller. Parce que je voulais voir aussi, tu vois, quel était leur feedback sur leur éditrice ou pas. Et tu sentais que tous te disaient ah oui, je retravaille. Quand tu creusais, tu voyais bien qu'il y en avait qui bossaient 10 fois plus que les autres. Donc c'est intéressant aussi de t'appuyer sur les auteurs. Voilà, tu as ton petit gang d'auteurs à qui tu tiens beaucoup et qui sont vraiment bienveillants. Ça m'a vachement aidé, je trouve. D'accord. Ouais. Donc là, moi, si jamais, parce que en fait, j'ai mis un point final à mon dernier roman. Et ce qui est assez troublant, c'est que je trouve, moi, je suis beaucoup aussi dans la nostalgie. Mon prochain roman, il se passe dans une maison de retraite. Donc quand j'ai commencé à lire Le bonheur n'a pas de rides, là, même les méchants rêvent d'amour. Déjà, j'ai mon héros qui s'appelle Antoine. Et je lisais ton livre, mais je dis à ma copine, mais il s'appelle Antoine, elle aussi, mais il faut que je change, c'est pas possible. Et du coup, je viens de terminer le roman là. Et si je t'envoyais la lettre d'intention avec le premier chapitre, tu pourrais jeter un œil et me dire ce que t'en penses, toi, ou pas? Ouais, avec plaisir. Ouais. Alors, je lirai le premier chapitre carrément. Je lirai peut-être pas tout le manuscrit. Parce que honnêtement, moi, j'en reçois plein des manuscrits. Ouais, j'imagine. Et c'est pas tant une question de temps que c'est ce qu'on en revient à la discussion. C'est que moi, je vais te donner ma sensibilité, mais je suis pas éditrice, quoi, tu vois. Ouais. Par ailleurs, moi, j'ai un vrai biais, c'est que j'écris des romans assez grand public, mais alors j'en lis quasiment jamais. On croit souvent que les auteurs ils lisent les livres qu'ils écrivent, qu'ils aiment bien les trucs contemporains, c'est sombre, tu vois. Bon. Voilà. Donc, du coup, tu vois, je suis pas forcément lectorat. En revanche, moi, ce que j'adore, c'est, tu vois, lire le premier chapitre avec grand plaisir
et puis discuter avec toi quand tu auras des, j'en sais rien, moi, des éditeurs qui te sollicitent. Tu vois, moi, j'ai trouvé ça vraiment très douloureux comme tu vois, de quelles questions poser, c'est quoi les enjeux. Tu vois, ça, pour le coup, moi, je serais je suis sûre que ça viendra. Quand tu voudras discuter d'un Bah contrat. écoute, j'espère, je te dirai, je te demanderai. Mm. Justement, j'en venais à la question des influences. Mais toi, quels sont les auteurs que tu aimes bien ou quel est le dernier livre que tu as beaucoup aimé? Mais je lis beaucoup. Je crois que pour bien écrire, tu es obligé de lire beaucoup. Ça, c'est sûr. Alors, moi, je vais bien aimer les romans contemporains où il y a une langue particulière, assez épurée. Il y a un livre que je cite souvent qui m'a vraiment marqué, c'est Simple de Julie Estève, qui n'est pas très connu, qui mériterait de l'être davantage, où le narrateur, c'est un simple d'esprit qui parle à une chaise dans un village en Corse et qui t'explique pourquoi il a été accusé d'un meurtre. Alors, il y a une petite tension. Moi, j'aime bien quand il y a une vraie tension. Il y a un côté français village en décor que j'aime bien. Et puis, il y a cette langue de comment moi, je m'appelle Julie Estève, j'habite à Paris, comment je me mets dans la peau d'un simple d'esprit qui perd la boule et j'arrive à te raconter une histoire sans que toi, lecteur, tu trouves ça complètement décousu. Et en même temps que tu es là. Vraiment, tu vois. Et donc, ces efforts de langue, c'est très contemporain, tu vois, c'est assez épuré, tu vois, comme truc. Ma grande aussi de Claire Castillon, je sais pas si tu vois Claire Castillon. Non. C'est pareil, tu vois, c'est des nanas un peu tourmentées, c'est un peu bizarre et tout. Et alors moi, ça, je raffole de ça, quoi. Donc, c'est plus ces livres-là. Là, tu vois, je viens de commencer en ce moment, je sais pas lire tous les trucs que je abandonne, je m'ennuie. Mais j'en ai commencé un, là, je crois que ça s'appelle Le chant des écrevisses, qui est une traduction d'un livre américain. Et là, ça m'emporte pas mal aussi, parce qu'il y a une héroïne, encore une fois, qui est unique. En fait, moi, les héroïnes contemporaines qui me ressemblent, ça m'ennuie. Tu vois ce que je veux dire? Genre, la fille qui a son ex, machin, ça m'ennuie au possible. Ou tu vois, même la famille française traditionnelle, à moins que ça sera vraiment bien traité, je m'ennuie assez vite. Mais c'est personnel, on s'en fiche, tu vois, de qui m'ennuie ou pas, en soi, on s'en fout. Moi, je vais plus aimer voilà, cette héroïne, en l'occurrence, là que je suis en train de lire, Le chant des écrevisses, qui à mon avis, a très très bien marché. C'est cette gamine qui vit toute seule dans une forêt parce que sa famille l'a abandonnée. Ah, voilà, tout de suite, tu vois. D'accord. Tu te dis, là, il y a un personnage. Donc, voilà, ça me... C'est ça, ouais, qui m'influence. Et après, je pense que quand t'écris, t'es influencé aussi par les séries, tu vois. On est tous une génération à ces séries. Je suis sûre que toi, t'en regardes aussi. Il y a une mécanique de cliffhanger, de profondeur de personnage que tu découvres. Enfin, ça nous influence aussi. Je crois qu'on est amené maintenant à écrire des livres aussi. Les gens, ils ont envie de choses peut-être un petit peu plus haletantes, contemplatives qu'avant. Ouais, je suis assez d'accord. On veut vraiment le page turner, voilà, savoir, tiens, si je tourne cette page, qu'est-ce qui va se passer derrière, et plus avoir les descriptions qui tournent sur deux, trois pages, comme on pouvait avoir dans les classiques. Là, je suis en train de relire les classiques. Pierre Lemaitre. Oui, voilà, Pierre Lemaitre, qui est un peu une exception. Mais là, je profite du confinement pour relire Maupassant, pour relire du Balzac, Dostoïevski aussi, et on se dit, c'est une langue, voilà. Aujourd'hui, ils auraient du mal à être publiés, je pense. Mais en tout cas, en termes de richesse de langue, je note plein du coup sur ma Kindle. Je surligne plein de phrases belles avec des comparaisons. Je me dis tiens, ça je pourrais l'utiliser là. Donc c'est ouais. Là, je profite vraiment du confinement pour me replonger dans tout ce que j'ai lu jeune dans mes études. Donc que je n'appréciais pas parce que c'était obligatoire dans les études. Et là, je reprends du plaisir et avec la maturité, l'âge, on a plus les codes et on a plus envie de découvrir ce genre de littérature. Donc là, je me régale assez. C'est vrai que dans le livre que tu cites, je pense que c'est des auteurs qui ont en commun ils prenaient plus le temps aussi de poser des personnages. Tu vois, l'autre fois, je relisais le début des Misérables. Avant que ça commence, faut être patient, quoi, tu vois. Ouais. Mais déjà, à décrire le curé, le truc. Ça, t'as plus le droit maintenant. Enfin, tu vois, t'as plus le droit, sauf si en effet tu t'appelles. Et encore, Pierre Lemaitre, c'est hyper efficace. Hein. Tu vois, c'est très audiovisuel, etc. Et parce que le mec écrit tellement bien que t'es OK pour qu'il te décrive pendant des heures un incendie ou je sais pas quoi. Mais même si je trouve qu'il le fait très peu finalement parce qu'il y a quand même beaucoup d'action. Mais en vrai, maintenant, ce qu'on a besoin, c'est d'une scène forte au début qui va te faire aimer le livre dès le début et pas le lâcher. En gros, tu veux faire un truc grand public plutôt best-seller, tu te rends compte que c'est souvent ce modèle un peu du thriller qui prend le pas, quoi. Sur des trucs qui sont même pas des thrillers. J'ai l'impression. Hein. C'est ça. Bah, tu verras avec ce que je vais t'envoyer. C'est une histoire d'amour, mais avec une enquête basée sur le thriller. Et dès la première page, on se dit, mais quel est le secret de cette femme? Que cache-t-elle? Tu vois, donc c'est génial. Voilà. Quand tu parles
de tenter de tout de suite attraper l'attention du Ouais. lecteur. Enfin, tu C'est me dur, hein? diras ce que t'en penses. C'est Ouais. dur mais bon, a priori, d'après ma copine et ma mère, c'est efficace. Ah, Donc voilà, voilà. C'est dit. c'est le principal. Bah écoute, j'arrive à la fin de mes questions. J'avais une dernière question parce qu'il y a pas mal j'échange pas mal avec des jeunes auteurs dans des groupes, etc. sur Facebook. Et si Ouais. tu avais un conseil pour un jeune auteur qui a envie de se lancer aujourd'hui, notamment dans l'auto-édition, parce qu'on sait que c'est Ouais. très difficile de rentrer dans une grande maison d'édition comme ça, sans connaître personne et avec son Ouais. premier roman en tout cas. Mm. Ça serait quoi, toi, ton conseil, si t'en avais un? Alors, on part du principe que c'est des gens qui écrivent déjà, hein. On n'est pas Ouais, sur le truc, j'ai arrêté non, mais non, non, j'écris non, pas. c'est les gens qui Donc, tu as écrivent. un manuscrit. Ouais. Tu as un manuscrit. Alors, moi, déjà, je le mettrais en auto-édition, peut-être chez Librinova. Et en parallèle, je l'enverrai aussi au service des manuscrits des maisons d'édition. L'auto-édition, c'est vachement bien. Enfin, moi, tu vois, c'est ça qui m'a fait. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde et que y a plein de choses qui marchent en auto-édition qui ne seront jamais publiées dans l'édition traditionnelle parce que c'est pas exactement le même public, parce que c'est pas la même chose de vendre un livre à 99 centimes et à 20 euros en librairie. Tu vois, les gens ils dépensaient 20 euros pour un truc qui leur ferait plaisir à 99 centimes. Donc moi, je tenterais les deux. Aussi parce que les éditeurs, ils lisent vraiment, tu vois, le service des manuscrits, c'est une vraie personne. Donc même si tu connais personne et t'écris juste service des manuscrits, tu sais que tu auras un retour. Donc voilà, moi, je miserais d'abord là-dessus. Et puis, il y a une part, je sais pas, c'est difficile, hein. Je sais pas, qu'est-ce qui fait qu'un livre il émerge ou pas? Je crois pas que ce soit une question de mérite. Je pense qu'il y a vraiment plein de pépites qui dorment en ce moment sur les sites d'auto-édition. Il faut se le dire aussi de la même façon qu'il y a plein de trucs qui mériteraient pas d'être publiés, qui se vendent vachement bien en ce moment en librairie, tu vois. Donc, je crois que ça serait essayer de s'entourer au maximum et pour ça, tu vois, essayer de trouver un agent, des éditeurs, des gens qui vont t'aider. Librinova, c'est pas mal. Continuer à écrire, tu vois, même si tu as l'impression d'avoir écrit un chef-d'œuvre, bah, peut-être qu'aujourd'hui ça te paraît ça, puis dans 3 ans tu le reliras et tu diras, bon, bah, j'ai évolué, etc. Donc continuer, s'accrocher et se former. Moi je crois que ça c'est important. Alors oui, bien sûr qu'il faut lire énormément, il faut lire tous les jours, c'est obligatoire. Si tu n'aimes pas lire, je vois pas comment tu peux aimer écrire. Et puis se former. Alors est-ce que ça va être des ateliers d'écriture? Est-ce que, comme tu dis, c'est pas mal de rejoindre des groupes d'auteurs? Moi, perso, les masterclass, ça me marche bien sur moi. Tu vois, il y en a pas mal, hein, des masterclass pour les auteurs, mine de rien, les scénaristes. Ça, je trouve que ça te donne des grilles d'écriture, puis ça te challenge dans ta façon d'écrire. Tu te dis, tiens, si aujourd'hui j'essaie de faire différemment, et parfois le résultat aussi est différent. Voilà. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup. Juste pour revenir sur les ateliers d'écriture, je crois que t'en fais, toi, t'organises des ateliers. Juste, tu peux nous Ouais, dire un ou deux mots dessus? ouais, c'est très léger, c'est pas du tout. Alors, dire, moi, c'est gratuit, hein, c'est pas. Il y en a qui organisent ça, c'est pour se faire un peu d'argent et tout. Moi, c'est pas le but. Alors, ça sera peut-être un jour, mais aujourd'hui, je me sens pas la légitimité de faire payer des ateliers d'écriture. Je le fais vraiment parce que ça, humainement, ça m'a permis de rencontrer des gens formidables. J'ai commencé à New York, en fait, ça s'appelait des ateliers d'écriture bienveillants. Je prenais une quinzaine de femmes, entre guillemets. Ouais, si, de femmes, parce que de facto, c'était des femmes. Et alors, elles se retrouvaient du monde entier, donc c'est assez drôle. Et je leur envoyais un exercice par Internet. Et puis après, elles renvoyaient tous leurs trucs et je partageais ce qu'elles avaient écrit avec des contraintes particulières à tout le monde. Et tout le monde doit répondre en disant ce qu'il a pensé du texte de façon plutôt bienveillante. Et je faisais plein d'exercices comme ça. Donc, c'est vrai que maintenant, j'ai une grosse communauté d'alumni, entre guillemets, de toutes ces femmes qui ont participé et qui sont clairement pas des auteurs chevronnés qui ont déjà eu plein de manuscrits et qui cherchent à améliorer leur métaphore du je sais pas quoi. C'est plus des gens, tu vois, qui te disent j'aimerais bien écrire, ça me fait du bien, mais j'arrive pas à me pousser aux fesses. Bah, moi, j'étais un peu ce déclic, tu vois. Donc, D'accord. c'est plus parce que moi, ça me fait plaisir de faire du plaisir. Voilà, il y a un peu de ça, tu vois. Il n'y a pas d'autre visée que de rendre ces nanas heureuses et de se dire moi, ça me prend pas beaucoup de temps et elles, ça leur fait du bien et voilà. Donc c'est pas en soi, c'est pas un atelier d'écriture que je recommanderais, mais je crois qu'il y en a vraiment beaucoup, hein, des bons ateliers. Ok. Ouais. Voilà. Bon, bah top. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là? C'est une sortie rapidement des Demoiselles, plein de Elles sont succès. prévues ouais, au mois de juin. On peut se souhaiter de ne pas être reconfiné et donc que les librairies referment. On peut se souhaiter que les gens aillent en librairie. Voilà, c'est surtout ça. Ouais. D'accord. Et voilà. Donc, aille en librairie, aille en vacances sur la côte basque, mets des espadrilles et puis lise Les Demoiselles à Saint-Jean-de-Luz ou quelque chose comme ça, quoi. C'est ça, Ok, exactement. bah top.
Bah, merci beaucoup, Anne-Gaëlle. À Merci à très toi. bientôt sur tes réseaux, surtout sur Instagram, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Et donc, une très belle sortie pour les demoiselles. Avec plaisir.